Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo, vous l'avez demandé. C'était donc la deuxième soirée, le Night 2 de NXT TakeOver Stand and Deliver. Voilà, c'est anglais pourri, mais c'est de l'anglais quand même. En tout cas, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Donc on va se retrouver. Est-ce que finalement, cette première soirée qu'on a vécue ensemble hier, d'ailleurs, allez voir le débriefing qui a eu lieu hier, donc qui était dans la matinée, est-ce que finalement ça a été le clou du spectacle? C'est ça la question, parce que finalement la première soirée était quand même globalement réussie. Est-ce qu'ils ont réussi à rendre cette deuxième soirée comme un espèce d'apothéose? Surtout que je vous rappelle qu'aujourd'hui, encore une fois, je le répète, NXT détient le meilleur pay-per-view année 2021. C'est-à-dire que quand vous prenez tous les pay-per-views qui ont été faits, alors je compte pas la New Japan Pro Wrestling qui a été à part, mais quand vous prenez les deux pay-per-views, c'est-à-dire AEW et WWE, aujourd'hui, Vengeance Day a battu l'intégralité et le number one. C'est le numéro un, clairement, à n'en pas douter. Et donc la question c'est, est-ce qu'ils ont réussi finalement à lever la barre? Surtout que les matchs étaient quand même assez intéressants. On avait un Kyon Cross qui faisait face à Finn Balor, on faisait face notamment aussi à un Kyle O'Reilly qui faisait face dans un match non sanctionné par la WWE à son pote Adam Cole, enfin son ex-pote Adam Cole. On aura eu également Bronson Reed qui avait son premier match de championnat. D'ailleurs, je me suis trompé, hein, Drake Maverick est avec un autre joueur, enfin bon, je me suis trompé. Donc, Bronson Reed qui a donc fait face à Johnny Gargano. Les titres par équipe féminin de NXT qui, notamment, ont fait Josie Barhurt, Ember Moon contre tout simplement Indy Hartwell et Candice LeRae. Et enfin, on avait un titre unifié Cruiserweight avec Santo Escobar qui faisait face donc eh bien, à Donald Devlin qui avait été, souvenez-vous, hein, mis de côté suite à des problèmes liés à sa présence. Pour ceux qui n'avaient pas compris, vous rappelez l'anecdote, Donald Devlin ne pouvait pas défendre sa ceinture en raison tout simplement de sa présence puisqu'il était irlandais, il se trouvait en Europe à ce moment-là quand le Covid s'est déclaré et William Regal, GM de NXT, a dû tout simplement le retirer. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième soirée de ce pay-per-view? Alors déjà vous avez les trois photos qui se chevauchent. Donc déjà, vous avez quand même trois spoils, pour ainsi dire. Le premier déjà, c'est que Santo Escobar est devenu le champion unifié Cruiserweight. Ça c'est bien quand même, avec, on parlera bien sûr, c'est dans un match de l'échelle et justement on en parlera. Shotzi Blackheart et Amber Moon sont restées championnes par équipe féminine de NXT, on en reviendra dessus. On rappelle que la première fois qu'il y avait eu un match un match avec ces deux filles, ça avait été exceptionnel. Johnny Gargano qui confie sa ceinture contre Boston Reed, ça aussi on va en parler. Nous avons eu Karen Cross qui a fait face à Finn Balor et victoire de Karen Cross pour le titre de NXT. Et enfin le main event où Adam Cole a perdu, et oui, Kyle O'Reilly a remporté son match contre Adam Cole Baby. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Alors, avant de donner mon avis global sur ce qui a été bien ou pas bien, de toute façon le titre de la vidéo va vous dire si j'ai apprécié ou non le show en lui-même. Mais clairement, on va commencer tout de suite par Santo Escobar, qui est donc devenu le champion unifié du NXT. Alors ça ne change rien, il aura une seule ceinture, ça sera la même. En fait, c'est juste pour dire que Jordan Devlin n'ayant pas été battu à la loyale, il avait la possibilité de faire ça. Alors déjà, très bon opener, très bon opener, très très bon opener, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Alors certes, on peut regretter le manque d'utilisation d'échelle. Voilà, c'est peut-être ça qu'on regrettera. On a vu notamment que moi je m'attendais réellement à ce que les échelles soient utilisées dans tous les sens. Et au final, ils ont utilisé une échelle. Voilà, ils ont pris une échelle, ils s'en sont servis le plus petit test possible. Mais d'un côté, il y a eu également de la technique vis-à-vis du catch en lui-même. Ils ont voulu faire un catch technique avec de l'échelle. Il y a deux camps, clairement. Moi, j'ai plutôt apprécié parce que je suis plutôt, voilà, c'est plutôt ça change et ça évite notamment les bons vieux bums qu'on voit à chaque fois. Mais de l'autre côté, notamment, on a quand même eu un bon bum avec Jordan Devlin qui a fait un moonsault du haut d'une échelle. Mais ils se sont dit, on va faire quelque chose de différent et c'est pas plus mal par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai, on va pas se leurrer. Ceux qui voulaient un vrai match de l'échelle avec de l'échelle dans tous les sens, bah, sont forcément déçus.
Moi, ça m'a pas déçu du tout. Moi, je trouvais que ça, c'était plutôt pas mal. Et c'était plutôt bien amené par rapport à ça. Après, pour le deuxième match, par contre, là, ça a été pour moi une grosse déception. Parce que, souvenez-vous, j'avais à NXT Vengeance Day, j'avais louangé le fait que la division féminine, enfin plutôt la division tag team féminine de NXT, de NXT, avait littéralement volé le show, et notamment par rapport à ce qui s'est passé. On avait vu notamment deux excellents matchs, un Shotzi Blackheart, Ember Moon qui faisait face à Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Il y avait eu la revanche à NXT qui avait notamment désigné Ember Moon et Shotzi. Et finalement, eh bien, on s'est dit, ça va monter crescendo. Et là, quelle n'a pas été ma déception? Parce que quand j'ai vu le match, je suis au gré de le dire, c'est pas du tout le match que je veux voir. C'est-à-dire que quand tu vois le match du Dusty Road Tag Team classique, quand tu vois le match qu'ils ont fait à NXT, tu te dis dans ta tête, ça va être un match de dingue. Candice LeRae est quand même une bonne lutteuse, même si certains disent que parfois elle est un petit peu elle est assez, comment dire, elle est assez, voilà, il n'y a pas grand chose à admettre, mais quand même elle a un beau potentiel. Indy Hartwell est plutôt une bonne lutteuse, donc tu te dis, ça va faire un match de dingue. Et au final, tu te retrouves avec un tag team classique que je ne supporte pas, que je n'aime pas du tout. Donc au final, c'est une déception. Ça n'est pas du tout le match que je voulais, et au final, je suis déçu de ce qui a été proposé. Après cela, on a eu donc Johnny Gargano qui faisait face à Boston Reed. Match, je vais pas dire anecdotique, parce qu'il était bien, honnêtement, il était intéressant. Après, il y avait quand même des consignes, hein. On voyait que Johnny Gargano a quand même bien pris dans la tronche. C'était un bon match pour mettre en avant Reed, qui a fait un bon match, clairement. C'était vraiment dans l'indication, voilà ce qui a été proposé. Branson a fait un très bon match, Johnny a été égal à lui-même. Mais ça confirme tout simplement ce que je disais la semaine dernière, hier. C'est-à-dire que je pense que Johnny a fait le tour du côté de NXT. Tu sens que le personnage commence à chercher. Moi, j'ai vraiment du mal avec la nouvelle gimmick de Johnny Gargano. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. On a l'impression que Johnny Gargano, il est devenu un heel de base pathétique en fait. C'est-à-dire qu'avant, franchement, quand tu voyais ce qu'il proposait, Johnny Wrestling, tu te disais, waouh, c'est impressionnant. Quand tu vois ce qu'il fait aujourd'hui avec son clan, avec Austin Theory, t'as pas le sentiment d'être emmené par rapport à ça. D'ailleurs, c'est là que je me dis, Bronson Reed, c'était très bien, honnêtement. Il a fait le job, hein, clairement, il a fait le job. Mais au final, on a le droit de se demander, est-ce que Dexter Lumis n'aurait pas été meilleur? Avec un Austin Theory qui se serait posé des questions, est-ce que ça n'aurait pas été une bien meilleure décision? Moi, franchement, en voyant ça, je me dis que ça aurait été bien meilleur. Parce qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de storytelling. Et ça, c'est quand même vu par rapport à ça. Juste après, donc, on a eu le match pour le titre de NXT. Donc, qui a vu Karen Cross récupérer sa ceinture après sa blessure. Donc, face à Finn Balor. Très bon match. Voilà. Là, par contre, on n'a rien à dire. C'était un excellent match entre les deux. Carrion a fait un. Il y a eu quand même un petit peu de mind game de la part de Finn Balor. Le match était très bien. Il y avait vraiment deux styles intéressants. Bravo à Carrion quand même de revenir. Vraiment très intéressant ce qui a été proposé. Est-ce que ça veut dire qu'il a exécuté un heel turn au définitif? J'en sais rien. Mais en tout cas, quand je vois le potentiel de ce mec, franchement, il en impose. Il a du charisme. On le dit très souvent, ce mec a un potentiel de dingue. Il l'a démontré hier soir à Stand and Delivered. Parce que franchement, c'était très très bien. Il y avait vraiment de la qualité. Il y avait vraiment du potentiel. Et honnêtement, on peut qu'être ravi de ce qu'a proposé Carrion, qui au final a fait des belles choses. Finn Balor a été très bon aussi, clairement. Finn Balor qui perd sa ceinture, c'est sûr. Alors certains ont imaginé un retour dans les rosters principaux. Alors, s'il revient, il faudra qu'il revienne en tant que The Prince. Et il faudra qu'il revienne avec les qualités qu'il a aujourd'hui. S'il revient avec le Finn Balor qu'on connaît, il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas et au final, ça va être une vraie déception. On voit que Finn Balor est bien à NXT, les choses sont un petit peu. On voit que sa nouvelle gimmick est un peu plus sévère et beaucoup plus intéressante que sa gimmick ridicule qu'il avait quand il était du côté de Raw ou de SmackDown. Franchement, c'est sympa, ça apporte quelque chose et on va dire la vérité, franchement, j'ai adoré
Ce match, j'ai trouvé que c'était bien, c'était du pur catch par excellence. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, et c'est tout ce qu'on demande pour ce genre de lutte. Et forcément, bravo à Carrion pour ce qui a été proposé. Après, bon, on va savoir maintenant quels seront ses prochains adversaires. On va voir les choses par rapport à ça. En tout cas, c'était plutôt prometteur, et ça, c'est très bien. Et finalement, on termine avec le match entre Kyle O'Reilly et donc Adam Cole, baby. Alors, je suis très mitigé par rapport à ce match. Très mitigé par rapport à ce match. Alors, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu quelques bumps. Il y a eu quelques moments assez incroyables aussi. On a eu notamment les deux qui ont traversé une planche de la scène. On a eu quelques moments par-ci par-là où c'était vraiment très chaud. Ça, c'est vrai. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où tu t'es dit waouh, c'est impressionnant. Et honnêtement, je trouve que, au vu de ce qu'on propose souvent, dans le côté aseptisé parfois que pour proposer la WWE, la mission a été remplie. La mission a été remplie et honnêtement, on n'a rien à dire par rapport à ça. Et on sentait, d'ailleurs, mais là, je vais être peut-être un peu dur, mais j'ai eu un goût d'inachevé par rapport à ce match. On a quand même, alors pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est qu'on a quand même une team qui s'arrête. Une team qui a duré très longtemps. J'ai plus la date de création de la Undisputed Era, mais aux dernières nouvelles, il y a quand même une réalité. C'est que, déjà, alors je vais regarder où était Roderick Strong parce que je me souviens pas. Mais voilà, déjà ça c'est la première chose. Ça c'est la première chose. Je suis désolé. À un moment donné, moi je me dis, bah la Undisputed Era c'est quand même un sacré truc. Où est Roderick Strong? Où est Roderick Strong? Pourquoi Roderick Strong n'est pas apparu dans ce match? Là c'est un truc, tu vois, je veux demander. Pourquoi la Undisputed Era était là? Donc elle a fait son match, elle a été intéressante. Elle a fait son style, elle a apporté son style, etc., etc. Mais moi, je suis désolé. Pourquoi la Undisputed Era, qui a donc été créée en 2017, qui a fait donc pas mal de temps, hein, où est Bobby Fish? Alors peut-être qu'il est coincé il est coincé du côté, eh bien, peut-être qu'il est coincé du côté, eh bien, de l'Angleterre. J'en sais rien, j'en sais rien du tout. Moi, je suis pas devin. Mais aux dernières nouvelles, où est Bobby Fish? Tu vois, même si Bobby Fish, à un moment donné, alors certes il y a eu une blessure, c'est vrai qu'il est blessé actuellement, etc. Mais la moindre des choses, ça aurait été qu'il soit présent dans le public, qu'il soit présent, qu'il donne son avis sur ce qui se passe. Bobby Fish fait partie de la Undisputed Era. Et au final, eh ben, tu te dis dans ta tête, bah non, la Undisputed Era, bah il n'y a rien de très intéressant qui a été mis en place. Mais ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, bon, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ça, et c'est vrai que ça a été mis en place. Mais malheureusement, il y a un autre problème. C'est que, vous savez, quand on écoute les histoires elles sont faites malheureusement par ceux qui ont perdu, et ceux qui ont monté la barre très haute. Quand vous faites des fours au niveau des matchs, l'histoire s'en rappelle. Aujourd'hui encore, pour les plus anciens que nous sommes, eh bien, les gens se souviennent encore de Brock Lesnar contre Goldberg, où ça avait été un match très particulier entre les deux parties. Les gens se souviennent encore de la purge qui avait eu lieu entre l'Undertaker et Shane McMahon, même s'il y avait eu ce saut incroyable de Shane, au final, les gens se souviennent simplement que l'Undertaker n'était pas capable de lutter. Les gens se souviennent toujours de ce Brock Lesnar contre Goldberg qui a été mauvais. Braun Strowman qui faisait face à un tel. Ça a toujours été comme ça. L'histoire de la lutte professionnelle a toujours été faite de bons ou de mauvais matchs. Et souvent, en fait, l'histoire, elle se limite à un détail. Et le problème dans le mot histoire, c'est qu'on doit se souvenir de ce qui s'est passé auparavant. Auparavant, nous avons eu des matchs qui ont été extraordinaires, d'une violence inouïe. Parce qu'un match qui n'est pas sanctionné par la WWE signifie que la WWE, en fait, elle fait ça, et elle dit, je ne regarde rien, je ne regarde pas, frappez-vous.
C'est ça en fait la réalité. Et notamment ça se résume par la sécurité qui était présente lorsque les deux sont arrivés dans l'aréna, la sécurité qui a dû faire attention à ce que les deux ne se tapent pas sur la tronche à un moment donné. Donc tu as une sorte de pression par rapport à ce qui a été fait. Sauf que, parce que là je vais dire un sauf que, quand tu fais un truc comme ça, eh ben tu dois mettre la barre tellement haute que tu dois limite voir les deux qui sont limite à terre. Kyle O'Reilly n'aurait jamais dû se relever. Il aurait dû avoir des moments. Alors certes, on va me dire oui, mais il y a le Covid. Tu peux pas aller en coulisses pour te fighter? Non, tu peux pas aller te fighter en coulisses. Tu peux pas faire des bombes de folie. Yoshira est monté tout en haut. Elle a fait un saut de je sais pas quoi. T'es pas capable de prendre plus de risques. T'es pas capable de prendre des béquilles, des armes. Alors certes, il a pris une boîte à outils, Adam Cole. Très bien. Mais la boîte à outils, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose de sensationnel, mais ça reste du sans plus. Au final de ce qui. Pourquoi je dis ça? Parce que Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa, c'était d'une violence assez forte. On était tous comme ça, sans aller jusque là. Dakota Kai contre, alors j'ai oublié son nom. Ah merde, j'ai oublié son nom. En plus je l'ai. Ça c'est horrible, c'est que je l'ai sur le bout de la langue et je me souviens plus de qui elle est. Alors je vais trouver son nom, vous inquiétez pas. Je vais vous trouver ça. Alors, alors, je reviens à ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, bah, la réalité, clairement, voilà, Tegan Nox, voilà, j'y suis revenu, Tegan Nox. À un moment donné, Tegan Nox, bah, c'était une violence inouïe. Tu prends le match entre, je sais pas, Kevin Owens contre Sami Zayn, c'était d'une violence, c'était assez violent aussi, même si Kevin Owens c'était pour autre chose. Sami Zayn était blessé, mais quand il est revenu, c'était violent. À chaque fois, il mettait du level. Et d'ailleurs, pourquoi Triple H était intervenu pour Tommaso Ciampa, Johnny Gargano? Parce que tout le monde avait dit, à un moment donné, ces deux-là, ils vont se tuer. Et on va devoir être soupçonné par rapport à ça. Et au final, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis dans un endroit et ils se sont tapés dessus. Donc là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire de la lutte professionnelle, c'est que je pense que Kyle O'Reilly, Adam Cole, sachant qu'ils se connaissaient déjà bien avant, ils auraient dû aller encore plus loin. Prenez Randy Orton contre Edge. Voilà, Randy Orton contre Edge. Vous ne pas aller très très loin aussi. Vous prenez. Alors, il y a des moments où c'est la merde, où c'est pas capable de mettre un pied devant l'autre. Je pense par exemple à le plus concret, Sasha Banks Bailey, où ça a été pour moi une énorme déception, où ça a pas fait du tout ce qu'il fallait. Sheamus McIntyre, où ça aurait pu faire plus grand, ils ont fini par faire du comme ça, pour ainsi dire. Mais au final, l'histoire se rappellera que Kyle O'Reilly contre Adam Cole, bah, ça reste un match que j'appellerais chez moi un match intéressant, qui sans doute est à la hauteur de ce qu'était la stipulation, mais n'est pas à la hauteur de la grande stipulation qu'elle doit être. C'est-à-dire qu'au final, quand tu fais le résumé, tu te dis, oui c'est bien, parce que c'est bien. Il y a des choses à amener, des choses à prouver, des choses à faire. Mais tu te dis, pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin? Pourquoi vous êtes contenté de faire du bien? Vous êtes Adam Cole, vous êtes Kyle O'Reilly. À un moment donné, la Undisputed Era, ça y est, c'est fini. On ferme la boutique, c'est fini, elle n'existera plus. Et bah, fallait faire un truc à la hauteur de sa fermeture. C'est-à-dire que le match en lui-même, moi je l'ai regardé, j'ai regardé, c'est pas un mauvais match. C'est pas un mauvais match, moi je regarde ça, je me dis, oh, pas mal. Mais j'ai une question. Quand les livres d'histoire se fermeront et qu'on parlera de la Undisputed Era, on parlera de ces multitudes de titres qu'ils ont récupérés. On parlera de leur création. On parlera bien évidemment des blessures, parce que Bobby Fish a aligné plus de blessures que moi j'ai aligné plus de contraventions. Je l'ai pas fait. Mais voilà. D'autre côté, on se souviendra. La force d'une équipe quand elle se crée, quand elle perdure, c'est aussi quand elle s'arrête. La manière dont il s'est passé, ça a été très dur. Mais au moment où cela s'est arrêté, c'est quand tu clôtures. C'était aujourd'hui qu'il fallait clôturer. Et t'as l'impression que la clôture,
Bah au final, ça a fait ça. Donc en fait, la page n'est pas fermée. T'as toujours ce trou d'inachevé. Alors attention, ça veut pas dire que ça va pas revenir. Les équipes reviennent, repartent, prenez le Shield, prenez DX, prenez n'importe quelle équipe. Elle vient, elle part, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Mais aux dernières nouvelles, la disputée là vont pas se reformer dans 6 mois. Hein. Ils vont être présents, et c'est ça la réalité. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, donc finalement, c'est un. Alors, quel est le bilan de ce show? Bah, au final, c'est triste à dire. Bon, ça n'égale pas votre Just Day, clairement. Mais je trouve, c'est mon avis, que c'était un bon show. Attention, hein, je suis pas en train de dire que le show est mauvais. Sauf que là où j'étais plutôt dithyrambique et j'étais plutôt en train de dire ah ouais putain c'est bien, franchement ouais, ça a toujours. Mais j'ai ce sentiment dans pas mal de matchs, ça a été le c'est bien, mais. Souvenez-vous avant Just Day, je le disais pas ça. Je disais pas avant Just Day, oui c'est bien, mais. Souvent en général je disais c'est bien, ou c'est très bien, c'est fantastique. Le mais n'existait pas, parce que les ingrédients avaient été mis en place. Là tu as un goût toujours d'inachevé. T'as Santo Escobar, très bon match. Très bon match, ouais, bon match. Technique. Mais quelqu'un qui a vu un match de l'échelle, bah finalement il n'a pas totalement un match de l'échelle, donc il va se sentir un petit peu mis de côté. Tu prends le match entre Chotty Blackheart, tu te dis mais. Et Amber Moon. Ouais, bah non. Ça suffit pas, c'est du match. C'est pas mal, mais c'est sans plus. C'est un match tactique classique. Là, bah c'est bien, Bronson Reed il a fait un bon match, mais pourquoi tu mets pas Dexter Loomis? Ça, alors c'est peut-être le seul match où j'ai pas grand chose à dire. Voilà, c'est pas, voilà, très bien, très bon match. Ça c'est vrai que c'était un très bon match. Et puis ce match-là, la clôture de la Undisputed Era n'est pas à la hauteur. Et puis aux dernières nouvelles, on a également, à n'en pas douter, la question de pourquoi vous êtes pas, pourquoi vous êtes contenté du correct bon. En fait, on va pas aller trop loin. Donc au final, tout ça mis bout à bout, ça donne un show qui aurait pu être grandiose à un show qui est petit dose. Autrement dit, ce n'est pas un show exceptionnel. C'est dommage, parce que la semaine, hier, les choses. Alors moi, je me suis dit, bon, bah, Yoshirai pas mal. Il y avait quand même des belles choses, des choses à amener, des choses à faire. Bah là, tu t'es dit, ils ont quand même mis les plats dans les grands. Il y avait quand même un double main event, il y avait quand même des choses à raconter. Bah au final, le show NXT, qui passe désormais au mardi d'ailleurs à partir de la semaine prochaine, nous donnera un goût d'inachevé au final. On sait qu'il y aura Blood and Guts qui va débuter, je crois qu'il y aura lieu dans quelques semaines ou quelques mois. Dans un mois, allez, dans 1 ou 2 mois. Ben, j'ai envie de vous dire, ça va être. Faut espérer que ça tienne le route parce que là, c'est vrai que c'est décevant. C'est comme ça, malheureusement, la WWE nous a transmis quelque chose. C'est comme ça. C'est des choses qui arrivent de toute façon, hein, voilà, voilà. Il faudra espérer faire mieux la prochaine fois. En tout cas, bon, les choses sont ainsi. On se retrouvera bien sûr demain. Alors bien sûr, alors je précise quand même, alors parce que il y a beaucoup de choses à dire demain. Demain, il y a du foot, il y a du catch. Alors je vous préviens, il y a énormément de contenu là demain. WWE SmackDown, je vous garantis pas de pouvoir vous. Alors normalement, je vous le fais. Je vais essayer de vous le faire le plus rapidement possible pour vous le donner. Sachant qu'à 17h, il y a Strasbourg PSG, donc je vais essayer de vous le sortir. WrestleMania, bien sûr, Day 1, ça sera dimanche que je vous ferai le debriefing. Et WrestleMania 2, Night 2, ou Day 2, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Ça sera bien sûr lundi, ça vous avez un petit peu l'habitude. D'ailleurs, ce qu'on fera également, on fera un petit bilan de, finalement, un bilan trimestriel, c'est-à-dire le bilan de cette route vers WrestleMania. Et on essaiera de voir justement si cette route vers WrestleMania a été une réussite ou non. Ça, c'est vrai, c'est une question à se poser. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui regardent cette vidéo, je serai en stream sur Twitch, lien dans la description,
si vous avez envie d'aller faire un tour et regarder ce qui se passe. En tout cas, portez-vous bien, gros bisous et à très vite.